En août 1291, 3 communautés alpines se jurèrent fidélité dans un pacte qui allait changer le destin de l'Europe. Uri, Schwyz et Unterwald, ces vallées perdues au cœur des montagnes suisses, venaient de signer leur arrêt de mort aux yeux des puissants Habsbourg d'Autriche. Ces paysans, ces bergers, ces montagnards avaient osé l'impensable, se passer de leur seigneur. Pendant près d'un siècle, la tension monta. Les Habsbourg contrôlaient d'immenses territoires de l'Alsace jusqu'au Tyrol. Un empire bâti sur la soumission. Mais ces montagnards suisses refusaient de plier le genou. En 1315, à Morgarten, ils avaient déjà massacré une armée autrichienne, prouvant que des paysans armés de hallebardes pouvaient vaincre des chevaliers en armure. La confédération s'agrandissait. Lucerne rejoignit l'Alliance en 1332, suivi de Zurich en 1351, puis Glaris et Zug en 1352, et enfin Berne en 1353. 8 cantons formaient désormais un bloc solide, un caillou dans la botte des Habsbourg. Chaque nouvelle adhésion était une gifle pour le duc d'Autriche. Lucerne devint particulièrement agressive. À partir de 1380, la ville se mit à grignoter systématiquement les territoires habsbourgeois. Elle acquit le bailliage de Weggis, conquit Rothenburg et Wolusen, accueillit Lentlebusch. Ces terres appartenaient aux Habsbourg, mais Lucerne s'en emparait avec une audace qui frisait l'insolence. Les baillis autrichiens furent expulsés sans ménagement. Les Lucernois pratiquaient la combourgeoisie. Ils offraient leur protection aux paysans autrichiens en échange d'une allégeance à la ville plutôt qu'au duc. C'était un coup de génie politique, mais aussi une déclaration de guerre à peine voilée. Chaque paysan qui acceptait échappait aux Habsbourg, un impôt en moins, une parcelle d'autorité qui s'évaporait. Les gouverneurs autrichiens pressuraient la population avec des taxes excessives et des péages qui étouffaient le commerce. Léopold III, le duc d'Autriche, était conscient du problème. On rapporte qu'il soupira plus d'une fois en disant à ses gouverneurs qu'il causerait sa ruine. Mais il ne changea rien. Les confédérés exigeaient la suppression de ces péages. Les négociations traînèrent. Léopold réussit un coup politique. Il dissolut la Ligue des villes, unissant plusieurs cités d'Allemagne du Sud à la Confédération. Fort de ce succès, le duc se montra moins conciliant. Ses employés redoublèrent de mépris envers les confédérés. La paix devint impossible. En décembre 1385, la situation explosa. Des hommes de Zurich, Zug et Lucerne attaquèrent les places autrichiennes de Rapperswil, Cham, Rothenburg et Wolhusen. Les châteaux furent détruits. En janvier 1386, Lucerne poussa l'audace plus loin en accordant sa combourgeoisie à Lentlebusch, à Sempach, à Meyenberg, Richensee et Willisau. La réaction autrichienne fut brutale. Les officiers du duc levèrent une troupe qui écrasa les confédérés à Meyenberg. Un cessez-le-feu fut signé le 21 février 1386, mais personne n'était dupe. Des négociations échouèrent à Zurich en mai et juin. La guerre était inévitable. Léopold III de Habsbourg n'était pas un imbécile. Né en 1351, ce troisième fils d'Albert II avait hérité de l'Autriche antérieure en 1379. Son territoire s'étendait de l'Alsace au Tyrol, mais ses terres étaient séparées par la Confédération suisse. Pour relier ses possessions, il devait contourner ces montagnards ou traverser leur territoire en payant des taxes humiliantes. En 1386, la situation était devenue intenable. Lucerne se dressait sur son chemin, plus arrogante que jamais. Léopold ne pouvait plus tolérer ces provocations sans perdre toute crédibilité. Un duc qui laisse des paysans lui arracher ses terres n'est plus un duc. Il devait frapper fort, écraser ses rebelles, restaurer son autorité. Lever une armée se révéla difficile. Léopold dut mettre en gage certaines de ses terres d'Italie du Nord pour financer sa campagne. Les mercenaires coûtaient une fortune. Il rassembla ses forces près de Brugg. Son armée était impressionnante. Chevaliers souabes, alsaciens, argoviens, turgoviens et tyroliens, mercenaires italiens, français et allemands, représentant des élites urbaines d'Allemagne du Sud. La fine fleur de la noblesse avait répondu. Les Andlau, Ochsenstein,
Morimont, Geroldsek, Müllenheim, Waldner, Rhinac, Ottenheim, Tirstein, Dika, les familles Aarberg, Baldegg, Beschburg, Butikon, Eptingen, Falkenstein, Hollwil, Rodberg. C'était une armée de seigneurs, d'hommes nés pour la guerre. Johann von Oxenstein, le commandant en chef, avait confiance. Comment ces paysans en haillons, armés de simples hallebardes, pourraient-ils tenir face à la cavalerie lourde? Comment leurs outils de fermiers pourraient-ils percer les armures de plaques? La victoire semblait acquise d'avance. Léopold commit une erreur. Au lieu de concentrer ses forces, il les dispersa. Certains chroniqueurs parlent de 25 000 hommes au total, mais seulement 4 000 à 6 000 marchèrent vers Sempach. Le reste était éparpillé dans la région. L'armée dévasta tout sur son passage. Willisau fut incendié. Les chroniques racontent que le duc avait emmené 200 faucheurs pour couper l'herbe et nourrir les chevaux. C'était une démonstration de force destinée à terrifier l'ennemi. Les confédérés croyaient que Léopold attaquerait Zurich. Ils avaient envoyé 1600 hommes défendre cette ville. Mais les espions suisses découvrirent que l'armée se dirigeait vers Sempach. Les confédérés firent demi-tour en toute hâte, marchant jour et nuit. Le 9 juillet 1386, les deux armées se rencontrèrent au-dessus de Sempach, dans une prairie surplombant le lac. La rencontre ne fut pas planifiée, c'était le hasard, mais un hasard lourd de conséquences. Sempach n'était qu'une petite ville. Mais située à quelques kilomètres au nord de Lucerne, elle contrôlait les routes vers le sud et avait rejoint la Confédération quelques mois plus tôt. La bataille se déroula près de Meyersolz, dans une zone légèrement vallonnée. Les sources divergent sur les effectifs. Certaines parlent de 6 000 Autrichiens contre 1 500 à 1 600 Suisses, d'autres de 4 000 contre 4 000. Les Autrichiens étaient supérieurs en nombre et en équipement. Leurs chevaliers portaient des armures complètes en plaques d'acier. Les confédérés étaient équipés légèrement, pas d'armure lourde. Juste des cuirasses de cuir pour les chanceux. Leur arme principale était la hallebarde, cette arme redoutable qui combinait lame de hache, pointe de lance et crochet arrière. Longue de 2 mètres, elle permettait aux fantassins de garder leur distance et de porter des coups dévastateurs. La hallebarde était devenue l'emblème des Suisses. Ils l'avaient perfectionnée, développant des techniques spécifiques. Ils se battaient en formation serrée, créant un mur de fer. Chaque homme connaissait sa place, chaque mouvement était coordonné. C'était une discipline née de la nécessité. La journée était chaude, étouffante. Le soleil de juillet tapait sur les armures autrichiennes, les transformant en four. Porter une armure complète par cette température relevait du supplice. Quand les Autrichiens aperçurent les confédérés, ils crurent avoir affaire à une force insignifiante. Ces hommes, en habits simples, ne ressemblaient pas à une armée. Les jeunes chevaliers pressèrent Léopold de lancer l'assaut immédiatement. Pourquoi attendre pour écraser ces paysans? Léopold céda à l'impatience de ses nobles. Mais le terrain posait problème. Pour charger, les chevaliers devaient descendre de leur position. Dans cette pente, une charge de cavalerie devenait impossible. Léopold prit une décision qui stupéfia ses hommes. Il ordonna aux chevaliers de mettre pied à terre et de combattre comme des fantassins. Cette décision avait une certaine logique. En descendant de cheval, les chevaliers pouvaient former des rangs serrés, créer un mur d'acier. Leurs armures les protégeaient. Leurs lances formaient une barrière hérissée de pointes. Sur le papier, c'était infranchissable. Dans la réalité, c'était un suicide. Léopold descendit lui-même de sa monture. Ce geste devait galvaniser les troupes. Mais il signifiait aussi qu'en cas de défaite, il n'y aurait pas de retraite. Un chevalier à pied est un chevalier condamné à vaincre ou à mourir. Les Autrichiens se disposèrent en 4 lignes successives, lances pointées vers l'avant. C'était un hérisson de métal. Aucune infanterie normale ne pouvait espérer le briser. Mais les Suisses n'étaient pas normaux. Les confédérés étaient commandés par Petermann von Gundoldingen, lavoyer de Lucerne. Cet ancien vassal des Habsbourg avait choisi sa ville contre son ancien seigneur. Il connaissait les Autrichiens, leur méthode. Il savait qu'une retraite était impossible. Fuir signifierait abandonner Sempach
et montrer que la Confédération ne pouvait protéger ses membres. Avant l'assaut, les Confédérés prièrent. Ce n'était pas un rituel imposé, c'était une prière de guerriers, sachant qu'ils vont peut-être mourir. Puis un héros lança une proclamation. Que tout Confédéré qui n'ose combattre 4 ennemis se retire. Il n'essuiera aucune punition. 300 hommes auraient quitté les rangs. Cette histoire est peut-être apocryphe, mais elle illustre l'état d'esprit des Confédérés. Ils savaient qu'ils étaient inférieurs en nombre. Ils voyaient la muraille d'acier, mais ils étaient prêts à se battre. Ceux qui restèrent avaient fait un choix, mourir libres plutôt que vivre esclaves. Le premier assaut fut un massacre. Les Confédérés se jetèrent contre les lignes autrichiennes. Les lances formaient une barrière quasi infranchissable. Les Suisses se brisaient contre ce mur de fer, transpercés avant d'avoir pu porter un coup. Le sol se couvrit de cadavres en minutes. Petermann von Gundeldingen tomba parmi les premiers, transpercé. Avec lui moururent 60 Lucernois. C'était un désastre. Les Autrichiens crurent la victoire acquise, mais les Suisses ne reculèrent pas. Ils reformèrent leurs rangs et attaquèrent de nouveau. Cette obstination stupéfia les Autrichiens. N'importe quelle armée aurait fui, mais les Confédérés revenaient, acceptant des pertes atroces pour percer les lignes. C'est là que la légende d'Arnold Winkelried serait née. Selon le récit apparu décennies plus tard, cet homme d'Unterwald aurait crié « Je veux vous ouvrir une voie, prenez soin de ma femme et de mes enfants ». Il se serait jeté sur les lances, saisissant les hampes pour les rabattre. En tombant, il aurait entraîné ses armes, créant une brèche. La réalité de cet acte est douteuse. Les premières chroniques ne mentionnent pas Winkelried. Il existe même des traces d'un Arnold Winkelried vivant après la bataille. Mais peu importe, cette légende révèle l'état d'esprit des Confédérés. Ils étaient prêts à sacrifier leur vie pour ouvrir une brèche. Que Winkelried ait existé ou non, les Confédérés réussirent à percer les lignes. Peut-être qu'un homme se sacrifia. Peut-être qu'ils trouvèrent un point faible. Peut-être que la fatigue et la chaleur pesaient sur les Autrichiens. Une brèche s'ouvrit, et les Confédérés s'y engouffrèrent. Une fois la ligne percée, la situation bascula en minutes. Les chevaliers en armure se retrouvèrent piégés dans un cauchemar d'acier et de sang. Le problème des armures complètes, c'est qu'elles ne sont efficaces que dans certaines conditions. Dans un corps à corps chaotique, contre des armes conçues pour percer le métal, elles deviennent un handicap mortel. Les hallebardes suisses étaient les pires ennemis des armures. Leurs lames pouvaient fendre le métal, leurs pointes pouvaient s'enfoncer dans les joints, leurs crochets pouvaient renverser un homme. Les Suisses s'entraînaient avec depuis l'enfance. Ils connaissaient chaque mouvement, chaque angle d'attaque. Les chevaliers n'avaient jamais combattu à pied dans de telles conditions. Ils étaient entraînés pour se battre à cheval. À pied, dans la mêlée, ils perdaient tous leurs avantages. Leur armure pesait entre 20 et 30 kilos. Sous le soleil de juillet, transformée en four, elle les vidait de leur force. Les Suisses, équipés légèrement, gardaient leur mobilité. Ils esquivaient, frappaient, reculaient. Ils visaient les points faibles, coups, aisselles, arrière des genoux. Un coup bien placé pouvait trancher une gorge, briser une clavicule, défoncer un crâne. La chaleur devint un ennemi aussi mortel que les hallebardes. Les chevaliers suffoquaient, la sueur ruisselait, leur vision se brouillait. Certains s'effondrèrent d'épuisement. Une fois au sol, ils étaient achevés sans pitié. Les Suisses n'avaient ni le temps ni l'envie de faire des prisonniers. Les Autrichiens tentèrent de reformer leurs rangs. Impossible dans le chaos. Les formations éclatèrent, chaque homme combattit pour sa vie. Le combat discipliné se transforma en carnage désordonné. Les jeunes nobles qui avaient poussé à l'attaque comprirent leur erreur. Trop tard. Les Suisses les rattrapaient, les frappaient dans le dos, les abattaient. Certains chevaliers retirèrent leur aume pour respirer et furent décapités. D'autres abandonnèrent leur épée, trop lourde. Des groupes formèrent des îlots de résistance, dos à dos. Mais ils étaient submergés. Les Confédérés les encerclaient, frappaient de tous côtés. Il n'y avait pas de merci. Les Suisses se souvenaient des villages détruits, des paysans massacrés. C'était l'heure de la vengeance. Léopold III se retrouva au cœur de la tourmente. Selon les chroniques, ses hommes le supplièrent de fuir.
Le duc refusa. Il préférait une mort glorieuse à une vie dans le déshonneur. Était-ce du courage ou de l'orgueil? Probablement les deux. Léopold était un Habsbourg. Il ne pouvait fuir devant des paysans. Il se jeta dans la mêlée comme un lion. Il se battit jusqu'à ce que ses forces l'abandonnent. Finalement, il fut abattu. Transpercé, le duc d'Autriche mourut dans la poussière, noyé dans son sang. Sa mort marqua la fin de toute résistance. Quand les derniers Autrichiens tombèrent, le silence s'abattit. Un silence lourd, troublé par les gémissements des mourants. Les confédérés, couverts de sang, regardaient autour d'eux avec incrédulité. Ils avaient gagné. Contre toute attente, ils avaient massacré l'armée autrichienne. Le bilan fut apocalyptique pour la noblesse européenne. Les sources suisses parlent de 2000 morts autrichiens, dont 350 si nobles. Princes, prélats, comtes et barons. Léopold III gisait parmi eux, ainsi que Johann von Hochstein, son commandant en chef. La fine fleur de l'aristocratie d'Allemagne du Sud avait été fauchée en quelques heures. L'Alsace fut particulièrement touchée. On estime qu'environ 15% de la noblesse alsacienne périt à Sempach. Aucune famille importante n'échappa au désastre. Les Andlau perdirent plusieurs membres. Walter von Dyck, seigneur du château de Spesbourg, mourut sur le champ de bataille, à un âge fort avancé. Les Ratsamhausen comptèrent 3 morts. Les Morimont, Geroldseck, Müllenheim, Waldner, Reinach, Ottenheim, Tierstein, toutes pleurèrent leurs fils. Les familles suisses et souabes payèrent elles aussi un lourd tribut. Les Harberg, Baldegg, Bechburg, Butikon, Eptingen, Falkenstein, Aulwil, Rothberg, chacune perdit plusieurs membres. Certaines lignées s'éteignirent. Leurs derniers héritiers mâles tombaient face aux hallebardes. Heinrich von Dyck avait 2 fils. L'aîné avait choisi la carrière ecclésiastique. Le cadet Walter hérita du château. Peu avant Sempach, Walter, sans héritier, institua les sires d'Andlau comme héritiers. Il mourut dans la bataille, et les Andlau devinrent propriétaires de 2 châteaux. Frédéric de Montreux, dont on sait peu hormis son nom dans les listes, était probablement un frère ou un fils de Didier Ier, seigneur de Montreux. Sa mort illustre comment Sempach toucha même les familles nobles modestes. Les chroniques allemandes dressent des listes interminables de victimes. Jacob Twinger von Königshofen, chanoine de Strasbourg contemporain de la bataille, énuméra des dizaines de noms. Ces listes sont d'une monotonie glaçante. Rutschmann de Reinach, chevalier, mort à Sempach. Ulrich, son frère, mort à Sempach. Heinrich de Reinach, mort de ses blessures. La plus ancienne liste conservée à Francfort date de 1386, confirmant l'ampleur du désastre. Des familles entières furent décimées, des pères moururent aux côtés de leurs fils, des frères tombèrent ensemble, des oncles et neveux périrent dans la même mêlée. Du côté confédéré, les pertes furent plus légères. Les sources parlent de 130 à 300 morts, dont les 60 Lucernois tués lors du premier assaut avec Petermann von Gundoldingen. C'était un prix élevé pour une petite ville, mais dérisoire comparé à l'hécatombe autrichienne. Après la bataille, les confédérés restèrent 3 jours sur le champ pour prier et ensevelir les morts. C'était inhabituel. Les vainqueurs pillaient généralement le champ de bataille. Mais les Suisses voulaient montrer qu'ils n'étaient pas des barbares. Ils enterrèrent les nobles avec respect, marquant leur tombe, notant leurs noms. Léopold III et 36 gentilshommes furent transportés au monastère de Königsfelden, près de Brugg, le mausolée familial des Habsbourg. 800 autres nobles furent ensevelis dans les couvents voisins. 2 fosses communes reçurent les soldats ordinaires, ceux dont personne ne connaissait le nom. Une chapelle fut construite en 1472, dédiée à Saint-Jacques. Ses murs furent ornés d'une fresque représentant la bataille et de panneaux, portant les noms et armoiries des chevaliers tombés. C'était un monument au massacre, un rappel du prix payé par la noblesse pour avoir sous-estimé les paysans suisses. Sempach ne marqua pas la fin immédiate de la présence autrichienne en Suisse, mais elle signa le début d'un déclin inexorable. Les Habsbourg avaient perdu leur meilleur commandant, une partie de leur noblesse et surtout leur aura d'invincibilité. Désormais,
Tout le monde savait que l'armée autrichienne pouvait être vaincue. Pourtant, les Confédérés ne profitèrent pas immédiatement de leur victoire. Ils ne lancèrent pas de grande offensive. Ils restèrent sur la défensive, conscients que les Habsbourg conservaient d'importantes forces. La prudence l'emporta. Un cessez-le-feu fut signé le 12 octobre 1386. Lucerne, Zug, Zurich et les Waldstätten y participèrent. Le 14 janvier 1387, ce cessez-le-feu devint une paix d'1 an, rejointe par Berne et Soleure. Berne, resté à l'écart pendant la bataille, décida de profiter de la faiblesse autrichienne pour lancer ses propres raids dans le Val de Ruse, l'Oberland, les Mentales, l'Argovie. Les combats continuèrent sporadiquement jusqu'au 1 avril 1389, quand une paix de 7 ans fut conclue. Lucerne put garder tous les territoires conquis. C'était une victoire diplomatique majeure. Les Habsbourg reconnaissaient implicitement leur incapacité à reprendre ces terres. 2 ans après Sempach, le 9 avril 1388, une autre bataille confirma le déclin autrichien. À Neffels, dans le canton de Glaris, environ 400 Glaronnais renforcés par quelques Schwyzois et Uranais affrontèrent une armée autrichienne de plus de 5000 hommes. Profitant du brouillard et d'une tempête de neige, les Confédérés attaquèrent l'armée occupée au pillage et l'écrasèrent. Glaris s'émancipa définitivement. Ces 2 victoires anéantirent les espoirs habsbourgeois. La Maison d'Autriche dut renoncer à de vastes régions en 1386, puis elle perdit l'Argovie en 1415 et la Turgovie en 1460. Ces territoires devinrent des bailliages communs administrés par la Confédération, soudant cette dernière qui était jusqu'alors organisée de manière lâche. Sempach eut des conséquences militaires profondes. La bataille confirma ce que Morgarten avait montré. L'infanterie pouvait vaincre la cavalerie féodale. Les paysans armés de hallebardes pouvaient massacrer des chevaliers. Le temps de la chevalerie touchait à sa fin. Les tactiques suisses allaient révolutionner l'art de la guerre. Leur discipline, leur formation serrée, leur usage de la hallebarde inspirèrent d'autres armées. Les lansquenets allemands adoptèrent des méthodes similaires au XVe siècle. Les Suisses devinrent les mercenaires les plus recherchés d'Europe, réputés pour leur férocité. Des rois et des papes payaient des fortunes pour s'attacher leurs services. L'armure complète, qui avait dominé les champs de bataille pendant des siècles, commença son déclin. Les armuriers tentèrent de la renforcer, mais rien ne pouvait la protéger contre les nouvelles armes d'astes et surtout contre les armes à feu qui apparaissaient. Au XVIe siècle, la plupart des armées abandonnèrent l'armure complète, trop coûteuse et inefficace. Sempach ne fut pas qu'une bataille, elle devint le socle d'une mythologie nationale suisse. Dans les siècles suivants, l'événement fut embelli, transformé, magnifié jusqu'à devenir un symbole de résistance et de liberté. Arnold Winkelried illustre cette construction mémorielle. Les premières chroniques ne le mentionnent pas. La première référence date de la fin du XVe siècle, plus d'1 siècle après, et le décrit simplement comme un homme fidèle. Il faudra attendre 1538 pour un récit détaillé de son sacrifice supposé. Au fil des siècles, Winkelried gagna en stature. On lui donna un prénom. On en fit un chevalier, alors qu'il était probablement un simple paysan. On inventa ses dernières paroles. On lui créa une biographie, une famille. Plus on s'éloignait de l'événement, plus on en savait sur lui. C'est le propre des mythes. Ils se nourrissent de l'oubli. La vérité est plus prosaïque. Un Arnold Winkelried a existé, mais il ne serait pas mort à Sempach. Des documents attestent qu'un homme portant ce nom déposa une plainte le 29 septembre 1389, 3 ans après. Il apparaît aussi dans un contrat de 1367. Était-ce le même homme? Impossible de le savoir. Peu importe, Winkelried devint un héros national au XIXe siècle, quand la Suisse cherchait à forger une identité commune. En 1865, une statue monumentale fut érigée à Stans, représentant Winkelried transpercé de lance. L'œuvre de Ferdinand Schlött est magistrale. Le héros est représenté dans une pose christique, sacrifié pour sauver son peuple. Le 500 anniversaire en 1886 donna lieu à des commémorations grandioses.
Un spectacle musical réunissant 2300 participants fut organisé. Des milliers de Suisses se rendirent à Sempach dans des trains spéciaux. Le Sempacherli, composé en 1836, était devenu un second hymne national. Des opéras, des pièces de théâtre, des poèmes célébrant la bataille furent créés. Pendant la Seconde Guerre mondiale, Winkelried connut un regain de popularité. Le sacrifice héroïque, l'homme seul face à l'ennemi puissant, tout cela résonnait avec l'esprit de résistance que la Suisse encerclée voulait incarner. Des affiches de propagande montraient Winkelried en uniforme moderne. Cette mythification ne fut pas propre à la Suisse. Du côté autrichien, la bataille devint un élément central de la mémoire, mais avec une signification différente. Pour les Autrichiens, Sempach illustrait le courage du duc Léopold qui préféra mourir que fuir. Les chroniqueurs habsbourgeois transformèrent la défaite en épopée tragique. Cette double lecture montre comment l'histoire est écrite par ceux qui la racontent. Les Suisses y voyaient la preuve que des hommes libres pouvaient vaincre des tyrans. Les Autrichiens y voyaient la démonstration de la fidélité nobiliaire. Les deux récits étaient également éloignés de la réalité. Une bataille confuse, sanglante, où des hommes s'entretuèrent pour des enjeux territoriaux. La défaite ne signifia pas la fin des ambitions habsbourgeoises, mais elle marqua un tournant. Les Autrichiens tentèrent encore de reprendre le contrôle, sans succès durable. Chaque tentative se heurtait à la résistance des confédérés qui avaient compris que leur survie dépendait de leur unité. La paix de 20 ans conclue le 6 juillet 1394 officialisa la nouvelle réalité. Les Habsbourg devaient accepter l'existence de la Confédération. Ce n'était pas encore une reconnaissance formelle de l'indépendance, mais c'était un pas dans cette direction. Les confédérés n'étaient plus des rebelles à écraser, ils étaient un acteur politique avec lequel négocier. L'acquisition de l'Argovie en 1415 constitua une étape majeure. Cette région, possession habsbourgeoise depuis des siècles, passa sous contrôle confédéré. Son annexion créa un territoire continu reliant les cantons, renforçant la cohésion. L'Argovie devint un bailliage commun, administré conjointement, un système qui allait devenir caractéristique. La prise de la Turgovie en 1460 acheva pratiquement d'expulser les Habsbourg de Suisse. Ces territoires contrôlaient des routes commerciales importantes. Leur perte fut un coup terrible pour l'Autriche, qui voyait son influence s'effriter année après année. D'autres territoires rejoignirent progressivement la Confédération. Fribourg et Soleure en 1481, Bâle et Schaffhouse en 1501, Appenzell en 1513. Chaque adhésion élargissait et solidifiait l'alliance. La Confédération des 8 cantons de 1386 devint celle des 13 cantons au XVIe siècle. Ce processus ne fut pas pacifique. Les confédérés durent combattre à nombreuses reprises. Ils affrontèrent les Bourguignons à Grandson et Morat en 1476, remportant des victoires qui firent d'eux les combattants les plus redoutés d'Europe. Ils combattirent les Souabes en 1499 dans une guerre les opposant au Saint-Empire. Ces victoires n'auraient pas été possibles sans les leçons de Sempach. La bataille de 1386 avait forgé une identité militaire basée sur l'infanterie disciplinée, les formations serrées, l'usage de la hallebarde et de la pique, la mobilité tactique. Ces méthodes firent des Suisses les meilleurs soldats de leur époque. L'impact économique fut considérable. En chassant les Habsbourg, les confédérés supprimèrent les péages qui étouffaient le commerce. Les marchands pouvaient traverser la Suisse sans payer de taxes exorbitantes. Cette liberté stimula l'économie, enrichit les villes, permit le développement d'une bourgeoisie prospère. Les bailliages communs créés après Sempach eurent une autre conséquence. Ils obligèrent les cantons à coopérer dans l'administration de ces territoires. Cette coopération renforça les liens, créa des habitudes de gouvernement commun, jeta les bases du futur État fédéral. La Confédération restait une structure lâche. Il n'y avait pas de gouvernement central, pas d'armée permanente, pas de politique étrangère unifiée. Chaque canton gardait sa souveraineté, ses lois, sa monnaie. Les liens étaient avant tout défensifs. Chacun s'engageait à aider les autres en cas d'attaque. Mais cette structure décentralisée se révéla efficace. Elle permettait une flexibilité, une adaptation aux circonstances locales.
Elle évitait aussi les conflits de pouvoir qui auraient pu déchirer une structure centralisée. Chaque canton était satisfait parce qu'il gardait son autonomie tout en bénéficiant de la sécurité collective. L'impact de Sampache dépassa les frontières suisses. La nouvelle de cette victoire se répandit dans toute l'Europe, suscitant l'incrédulité, l'admiration ou l'inquiétude. Comment des paysans avaient-ils pu massacrer des chevaliers? Cette question obsédait les stratèges militaires. Pour les classes populaires d'Europe, Sampache devint un symbole d'espoir. Elle prouvait que les seigneurs n'étaient pas invincibles, que les gens ordinaires pouvaient vaincre s'ils s'unissaient. Cette leçon ne fut pas perdue. Les révoltes paysannes qui éclatèrent en France, en Angleterre, en Allemagne dans les décennies suivantes s'inspirèrent de l'exemple suisse. Pour la noblesse, Sampache fut un choc. Si les Habsbourg, l'une des plus puissantes maisons d'Europe, pouvaient être vaincus par des montagnards, alors personne n'était en sécurité. Cette anxiété poussa les nobles à renforcer leurs châteaux, à recruter des armées plus importantes, à moderniser leurs tactiques. Paradoxalement, la défaite stimula l'innovation militaire. Les théoriciens étudièrent la bataille en détail. Certains conclurent que les chevaliers avaient erré en combattant à pied. D'autres insistèrent sur l'importance de la discipline et de la formation. D'autres notèrent que les armes d'ast rendaient les armures obsolètes. Ces analyses influencèrent le développement des armées. Les fantassins gagnèrent en importance relative. Les formations en carré, inspirées des Suisses, devinrent courantes. L'entraînement systématique devint la norme. Sampache marqua le début d'une professionnalisation de la guerre. Les mercenaires suisses devinrent les soldats les plus recherchés. Les rois de France les employèrent massivement, créant des régiments entiers de Suisses. Le pape forma sa garde avec des Suisses, tradition qui perdure aujourd'hui. Les ducs de Milan, les doges de Venise, l'empereur recrutèrent des contingents suisses. Ces mercenaires apportèrent d'énormes sommes en Suisse, enrichissant les cantons. Mais ils exportèrent aussi la violence. Des milliers de jeunes Suisses moururent sur les champs de bataille d'Europe, se battant pour des causes qui n'étaient pas les leurs. Cette tradition eut des conséquences profondes pendant des siècles. Sampache inspira aussi une réflexion politique sur la nature du pouvoir et de la liberté. Les humanistes de la Renaissance, fascinés par les républiques antiques, virent dans la Confédération une résurgence des vertus civiques anciennes. Machiavel lui-même loua les Suisses, les présentant comme l'exemple d'un peuple libre capable de se défendre. Cette vision idéalisée de la Suisse comme terre de liberté persista pendant des siècles. Jean-Jacques Rousseau, au XVIIIe siècle, célébra les origines démocratiques de la Confédération. Les révolutionnaires français et américains s'inspirèrent de l'exemple helvétique. Sampache devint ainsi plus qu'une bataille. Elle devint un symbole politique, l'illustration qu'un peuple pouvait conquérir sa liberté par les armes. D'un point de vue militaire, Sampache offre plusieurs enseignements qui restent pertinents. Le premier concerne le terrain. Les Autrichiens avaient choisi de combattre à pied sur un terrain en pente, ce qui annulait l'avantage de leur cavalerie et rendait leurs armures plus pesantes. Cette erreur coûta des milliers de vies. Le deuxième enseignement porte sur l'équipement. Les armures complètes, si impressionnantes, devinrent un handicap dans les conditions de la bataille. La chaleur, la fatigue, la difficulté de se mouvoir rapidement, tous ces facteurs transformèrent une protection en piège mortel. L'équipement doit être adapté aux conditions, pas seulement imposant. Le troisième enseignement concerne la discipline. Les Suisses n'étaient pas individuellement meilleurs que les chevaliers, mais leur capacité à se battre en formation, à coordonner leurs mouvements, à maintenir la cohésion, fit la différence. Une armée disciplinée de soldats moyens peut vaincre une collection de guerriers d'élite qui se battent chacun pour soi. Le quatrième enseignement porte sur le moral. Les confédérés savaient pourquoi ils se battaient. Pour leur liberté, leur famille, leur terre. Les Autrichiens combattaient pour l'honneur de leur seigneur, pour la gloire, pour des raisons souvent abstraites. En cas de revers, les hommes qui se battent pour des raisons concrètes résistent mieux. Le cinquième enseignement concerne l'adaptation tactique. Les Suisses n'avaient pas inventé la hallebarde, mais ils l'avaient perfectionnée et adaptée à leur style de combat.
Ils avaient développé des techniques spécifiques pour affronter des chevaliers en armure. Cette spécialisation leur donna un avantage décisif. Ces leçons furent apprises par d'autres armées. Les lance-quenets allemands adoptèrent des tactiques similaires au XVe siècle. Les tercios espagnols du XVIe siècle combinèrent piquiers et arquebusiers dans une formation quasi invincible. Les Suédois, de Gustave Adolphe au XVIIe siècle, perfectionnèrent ces méthodes. Mais Sempak enseigna aussi les limites de l'infanterie lourde. Les Suisses se révélèrent vulnérables face aux armes à feu qui se généralisèrent au XVIe siècle. Leur formation serrée, si efficace contre la cavalerie, offrait une cible idéale pour l'artillerie. À Marignan en 1515, les Suisses subirent une défaite cuisante face aux Français qui utilisèrent massivement leurs canons. La tactique victorieuse à Sempak devint obsolète un siècle et demi plus tard. Cette obsolescence illustre une vérité militaire. Il n'existe pas de méthode de combat universelle. Chaque innovation finit par être contournée. Les chevaliers avaient dominé avant d'être vaincus par les armes d'Ast. Ces armes furent rendues obsolètes par les armes à feu. Celles-ci seraient surpassées par l'artillerie, qui serait remise en question par les tanks et l'aviation. Sempak s'inscrit dans cette évolution. Ce fut un moment de transition, quand une forme de guerre céda la place à une autre. Le temps des chevaliers s'achevait. Celui des armées de métier commençait. Cette transformation ne fut ni rapide, ni linéaire. Mais Sempak en marqua une étape cruciale. Plus de 6 siècles après, que reste-t-il de Sempach? La petite ville lucernoise abrite la chapelle construite en 1472. Ses murs portent les noms des morts, leurs armoiries peintes, témoignages silencieux. Les touristes visitent le site, lisent les panneaux, essaient de reconstituer ce qui s'est passé. Mais peuvent-ils vraiment comprendre? Le champ de bataille est aujourd'hui une paisible prairie où paissent des vaches. Rien ne subsiste de la violence. Le sang s'est mélangé à la terre, les os ont pourri, les armures ont rouillé. Il ne reste que la mémoire, cette construction collective qui transforme l'événement brut en récit signifiant. À Stans, la statue de Winkelried continue de dominer la place. Les écoliers passent devant chaque jour sans vraiment la voir. Trop familière, pourtant elle est là. Témoignage d'un sacrifice peut-être mythique pour une cause certainement réelle. Dans les écoles suisses, Sempak est enseigné comme un moment fondateur de la démocratie helvétique. Les enfants apprennent que leurs ancêtres ont combattu pour la liberté contre des tyrans. C'est une simplification, mais toute pédagogie simplifie. La réalité était plus complexe, plus ambiguë, plus violente que ce récit édifiant. Sempach reste important non pas tant pour ce qui s'est réellement passé, mais pour ce qu'elle représente dans l'imaginaire collectif. Elle symbolise l'idée que des gens ordinaires peuvent résister à l'oppression, que le courage et l'unité peuvent vaincre la force brute, que la liberté mérite qu'on se batte pour elle. Ces idées ont une portée universelle qui dépasse largement la Suisse médiévale. C'est pourquoi Sempach continue de parler aux gens aujourd'hui, même s'ils ne connaissent ni Léopold III ni Arnold Winkelried. La bataille est devenue une métaphore, un symbole qui peut être mobilisé dans différents contextes. Cette transformation de l'histoire en symbole pose question. Quand une bataille réelle devient un mythe, que perd-on? On perd la complexité, la nuance, les zones grises. On perd le fait que les confédérés n'étaient pas que des héros, mais aussi des hommes avec leurs faiblesses. On perd le fait que les Autrichiens n'étaient pas que des tyrans, mais aussi des gens convaincus de défendre leurs droits légitimes. Mais on gagne aussi quelque chose. On gagne une histoire qui peut inspirer, mobiliser, donner du sens. On gagne un récit commun qui unit les gens à travers les siècles. On gagne une leçon sur le courage, la détermination, la capacité humaine à surmonter les obstacles apparemment insurmontables. Sempach restera dans les mémoires, tant qu'il y aura des gens qui croient que la liberté vaut la peine de se battre pour elle. Peu importe si Winkelried a vraiment existé, peu importe si les détails de la bataille sont exacts. Ce qui compte, c'est ce que cette histoire dit sur la condition humaine, sur notre capacité à résister, à nous battre, à espérer contre toute espérance. Le 9 juillet 1386, dans une prairie au-dessus de Sempach, quelque chose s'est passé qui a changé le cours de l'histoire.
Des hommes se sont battus et sont morts, certains pour leur liberté, d'autres pour leur honneur. Le résultat de cette journée sanglante résonne encore aujourd'hui, 6 siècles plus tard, dans les écoles, les livres, les monuments. Et c'est peut-être là la vraie leçon de Sampak. L'histoire n'est jamais vraiment finie. Elle continue de vivre, de se transformer, de prendre de nouvelles significations à mesure que chaque génération la réinterprète. La bataille de 1386 appartient au passé, mais son héritage appartient au présent et au futur.